Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. On parle beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup de patriotisme, on parle beaucoup de diversité. Et en général, on n'associe pas justement ces termes. Alors, ce sont les discussions qu'il y a depuis des décennies. Elles ont pris effectivement un rapport de plus en plus intense, de plus en plus conflictuel, de plus en plus agressif quelquefois. Et évidemment, on ne peut que le déplorer. Et se dire oui, alors il y a les patriotes, alors on parle des patriotes, effectivement, soit c'est le parti politique de Florian Philippot, soit c'est en général les souverainistes, les identitaires, etc. Et puis il y a la diversité, mais alors la diversité, justement, certains disent c'est pas possible, ils ne veulent pas s'assimiler, d'autres disent mais oui, ils veulent s'assimiler, etc., etc. Enfin, il y a vraiment, vous savez très très bien, cette France archipélisée, cette France diffractée, cette France atomisée. Eh bien, il y a quand même en ce moment, des gens d'un peu partout qui en ont assez, qui en ont marre et qui ont envie de parler autrement. Et avant de recevoir nos invités, je voudrais vous faire écouter. Voilà, j'ai vu ça sur Internet. J'ai vu quelqu'un qui est, comme on dit, issu de la diversité, entre guillemets. Je ne sais pas si la nationalité française ou s'il ne l'a pas. Je pense qu'il est français, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'il a à dire. Écoutez. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi les Français votent le Rassemblement National. Ils ont raison. Ça fait 3 jours, je garde le silence, je dis rien, juste je regarde. Des arrêts de bus cassés, des magasins dévalisés, des chauffeurs de bus, à l'hôpital, un pompier, vous avez tabassé un pompier, le pompier demain c'est lui qui va venir sauver ta mère quand elle est en train de mourir. Ton père il est bloqué, il est en train de tomber d'un étage, c'est lui qui va venir lui sauver la vie, vous êtes parti frapper un pompier. Mais qui fait ça? On est le cirque. La France, c'est le cirque du monde entier. Tout le monde nous voit comme des clowns. Après, c'est normal, on a un président qui se fait gifler en plein public par sa femme. Il est plein de matchs, il s'en fout de tout le monde. C'est ça, fêter la victoire du Paris Saint-Germain, c'est ça, fêter la Champions League. Vous êtes des animaux, des singes. Ils ont raison de voter le Rassemblement National. Oui, ils ont raison. Et la vie de ma mère qu'ils ont raison. Voilà, c'est provocateur, c'est fort, c'est quelqu'un qui part à le visage découvert, puisque on voit son image sur Internet, et il dit ceci. Alors, voilà, je voudrais vous présenter les fondateurs d'un nouveau mouvement, appelons-le mouvement ou association ou parti en attendant, pas parti politique bien sûr, les patriotes de la diversité. Alors Enda Ayari, bonjour. Bonjour. Enda Ayari, vous avez déjà écrit, vous avez un parcours très très fort, on en a déjà parlé ici et ailleurs d'ailleurs. Vous avez eu une enfance pas si simple que ça, vous avez été salafiste, vous avez un jour changé, un jour et plusieurs jours, vous avez eu des rencontres très fortes. En tout cas, on va parler de cela, mais on va surtout parler de cette formation parce que vous êtes venu à conscience de se dire on ne peut pas être dans un voile, je ne dis pas sous le voile, mais dans un voile qui soit intellectuel, qui soit mental, qu'il soit politique ou religieux, quel qu'il soit. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les religions et tous les intégrismes de toutes les religions. Ben, bonjour. Vous êtes, bonjour. On vous appelle Ben le Patriote. Exactement. Donc, pas besoin d'expliquer. Vous êtes créateur de contenu. Tout à fait, ouais. Et Guy Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'un think tank d'urbanisme, mais dans urbanisme, il y a urbain. Absolument. Et il n'est pas mauvais, effectivement, qu'on se penche vers des légendes urbaines qui ne soient pas que des légendes de ghetto ou des légendes de violence. Donc, d'abord, je voudrais savoir, peut-être je voudrais m'adresser à Enda Ayari, patriote de la diversité, pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, c'est simple. Ce sont deux termes qu'on a tendance à opposer. C'est ce que j'ai dit, oui. Les patriotes et la diversité, moi j'ai voulu les rassembler, ces deux termes, parce que ce sont des termes qui ont été dévoyés, qui ont été utilisés par des courants politiques, notamment le terme patriotisme. Souvent, quand on ose dire qu'on est patriote, on est souvent taxé d'extrême droite. Fasciste, réac. On est voilà, exactement, c'est ça. On est quelqu'un de
On est mal vu en fait. C'est comme si que ce terme était tabou en fait, que c'était devenu une honte de dire qu'on était patriote, qu'on est fier de porter le drapeau français. Des gens n'osent pas aujourd'hui parce que ils ont peur d'être tout de suite catalogués d'extrême droite. Et le terme diversité, en fait, c'est souvent un terme qui est utilisé par extrême gauche, qui utilise justement ces populations qui sont issues de la diversité pour justement les victimiser, leur faire croire que la France est un pays de racistes, systémique. Exactement, et que finalement ce sont eux les sauveurs de ces communautés. Et donc moi j'ai voulu en fait faire un pied de nez ces personnes qui manipulent justement ces mots pour réunir, pour rassembler, et donc j'ai rassemblé ces deux termes, diversité, patriotisme, les patriotes de la diversité. C'est très clair. Dans le logo, il y a deux mains qui se serrent, une main blanche et une main noire. Et le but, donc ça veut tout dire, c'est français, enfin sur les bleus, sous bleu, blanc, rouge. Exactement. Quoi. Voilà, rassemblons. Le but, c'est de rassembler et de lutter contre ceux qui nous divisent et contre toutes ces courants extrémistes. Montrez-nous. Je ne sais pas si vous avez un. Ouais. Alors. Attends, est-ce qu'on peut, Julia, oui, non, ça va, bougez pas. Ben, dites-moi, alors, pour vous, c'est quoi, que signifie qu'est-ce qui vous a amené justement, à fonder cela, à adhérer à cela? Moi, c'est mes débuts dans les réseaux sociaux. J'étais pas trop réseaux sociaux, et j'ai mis le nez dedans, et je me suis rendu compte de la violence qu'il y avait dans les réseaux sociaux. J'avais des choses à dire, et moi avant de rentrer chez les pompiers, parce que je suis pompier militaire, c'est mon métier. Vous êtes pompier militaire. Je suis pompier militaire. Oui. Mon père m'avait toujours dit non mais t'es algérien, et je pensais vraiment que j'étais un étranger dans mon pays en fait. Et en rentrant à l'armée, en faisant les couleurs tous les jours, en levant les drapeaux, en chantant la Marseillaise, je me suis dit quel merveilleux pays, je suis de ce pays, je fais partie de ce pays et je suis français. Ensuite, j'ai commencé à dire ce que je pensais sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai dit je suis fier d'être français, avec mon physique qui est le mien, un peu bronzé, on m'a tout de suite insulté. Traître, harki, vendu. Et je me suis dit, là, il y a un vrai problème à régler en France. Vous avez tout de suite une vague, ce qu'on appelle un shitstorm dans le langage des plateformes. Vous avez eu un shitstorm d'hostilité, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors, et je me suis dit, il y a un vrai problème parce qu'en fait, on peut pas être français d'origine algérienne. Je suis fier de mes origines, d'ailleurs. Bien sûr. Mais je suis encore plus fier d'être français. On n'a pas le droit d'être ça. Il faut choisir un camp. On a l'impression qu'il faut choisir. Soit tu es algérien, soit tu es français. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec Enda, on s'est réunis. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme nous. Il y a des gens, mais qui ont peur de s'exprimer. Et là, on a dit, on va faire quelque chose, et petit à petit... des gens qui viennent de partout, d'issus de la diversité, comme on dit, d'Algérie, de Tunisie, d'ailleurs, ou d'Afrique, etc. Mais qui ont peur, parce que c'est vrai, de s'exprimer quand d'autres disent, ouais, France raciste et tout ça. On a même des Français de souche, je veux dire, qui ont honte de dire qu'ils sont français presque, de dire qu'ils n'ont pas d'origine. Et les Français de la diversité, ça réunit tout le monde, pas seulement les Français de telle ou telle origine. Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est la fierté. Que la diversité. Vous êtes Français de partout. Exactement. Et le but, c'est de réunir un maximum et de retrouver cette fierté-là. Et je pense que quand on retrouve cette fierté-là, on retrouve de la cohésion dans notre pays. Alors vous avez même accepté un Français de souche, Guy Courtois. Je trouve que vous avez preuve d'une mansuétude tout à fait remarquable. Alors, Guy Courtois. Alors, pas tout à fait Français de souche, parce que j'ai également des origines italiennes. Donc je suis franco-italien. Et alors moi j'ai voulu en fait cofonder ce mouvement avec Enda et Ben le Patriote, parce que c'est pour moi en fait la continuation d'un engagement depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans. Toute ma vie, je me suis engagé contre le racisme. Quand j'étais jeune, moi j'avais une mère socialiste militante et qui avait fondé une association de lutte contre le racisme qui s'appelait Musique et couleurs de tout pays. D'accord. Et moi j'ai grandi à Meudon, et donc à Meudon il y a une zone qui s'appelle Meudon-la-Forêt où il y a beaucoup de gens de communautés étrangères. Et effectivement, il y avait plus d'une trentaine de nationalités représentées à Meudon. Et je me souviens quand j'étais enfant,
il y avait cette idée. On rassemblait toutes les nationalités et pendant 3 jours, on dansait, on chantait et il y avait des tables avec des mets culinaires de toutes les nationalités. Et l'idée, c'était de rassembler, lutter contre le racisme. Et toute ma vie, je me suis engagé là-dedans. J'ai donné pendant de très nombreuses années des cours gratuitement à des enfants issus de l'immigration. J'ai également été président de plusieurs entreprises, donc certaines entreprises avec plus d'une centaine de salariés, et j'avais mis en place, à l'époque, je pensais que c'était la bonne chose à faire, des plans de discrimination positive, parce que j'avais le sentiment que c'était une façon de faire avancer la société. Et après 30 ans de combat, force est de constater qu'il y a une forme d'échec dans ce combat que j'ai mené depuis tout le temps et qui est au cœur de mes pensées parce que je suis profondément antiraciste. Je comprends. Et donc, et comment faire aujourd'hui? Voilà. Et je me suis dit, il faut parler vrai. Maintenant, il y a un moment donné, il faut arrêter de toujours vouloir trouver des excuses, toujours dire oui, mais c'est pas de leur faute et tout ça. Non, il y a un moment donné, il faut accepter qu'il y a des vrais problèmes et il faut en parler sans langue de bois parce que sinon on n'y arrivera pas. Et donc je me suis dit, ce nouvel engagement, c'est la continuation de mon combat contre le racisme, mais avec une approche différente C'est toujours et plus que jamais un combat contre le racisme, mais c'est un combat contre les faux semblants, contre les enfumages et contre les alibis. Absolument. On va continuer d'en parler avec vous trois, effectivement. Et si vous avez envie c'est très important. Je crois qu'il se passe quand même des choses importantes de ce point de vue-là, dont Patriotes et Diversité, fait partie. On se retrouve après une petite pause. Et si vous avez envie d'intervenir, 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Voilà, je l'ai là, c'est Patriotes de la diversité. Vous voyez, c'est demain, 3 couleurs, et puis 3 mots, et on peut le dire. Donc, on va peut-être essayer de comprendre, justement, vous avez commencé à le faire, Enda Ayari, au fond, votre parcours, je pense que c'est tout votre parcours. On va pas le retracer complètement, il faudrait des heures, mais c'est tout votre parcours qui vous a amené à ça, parce que vous avez eu une jeunesse, vous avez un mariage avec un salafiste, vous avez été pendant des années effectivement dans cet environnement, et puis vous avez effectivement abandonné cela après beaucoup de difficultés, et votre combat a été un très très fort combat. Dites-nous au fond, peut-être pas tout, mais je veux dire tout l'itinéraire, mais quand même, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire aujourd'hui, il faut vraiment réconcilier, vous l'avez dit, ces deux notions. Mais qu'est-ce qui dans votre vie vous a amené à ça? C'est simplement mon parcours, mon expérience, parce que moi je suis, j'ai la. Vous êtes algérienne d'origine. Je peux dire que j'ai la malchance et la chance d'être issue déjà de l'immigration. Oui. Vous êtes père algérien, mère tunisienne, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc je suis née en Normandie et c'est vrai que je suis riche de cette culture, de mes origines, mais je dis aussi que je suis riche de ma nationalité française. Je me sens française. Je suis née en France, j'ai grandi en France, je parle français, j'ai la culture française, et c'est vrai que quand j'allais en vacances en Tunisie, je me sentais je me sentais pas forcément chez moi. C'est le pays d'origine de ma mère, mais j'ai jamais vécu là-bas. Et puis c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me sentais pas vraiment française parce que j'avais un discours aussi où j'entendais qu'on n'était pas français, qu'il fallait les anciennes générations étaient très attachées à leurs origines, mais respecter. C'est-à-dire que moi, mes parents respectaient. Ma mère portait pas le voile. Votre mère disait, nous, on n'est pas français. Mais c'est vrai que elle était très très attachée à ses origines. Et donc moi, j'étais dans le questionnement parce que je savais pas qui j'étais, je savais pas de quelle origine j'étais vraiment, si j'étais française. Mais qu'est-ce que c'est être maghrébine? Qu'est-ce que c'est être est-ce que je suis algérienne parce que mon père est algérien? Est-ce que je suis tunisienne parce que ma mère le revendique et dit que sa fille est tunisienne? Enfin, est-ce que je suis arabe?
arabe, je savais pas tout ça. Donc j'étais un peu perdue, j'étais en quête de sens, en quête d'identité. Et puis malheureusement pour moi, j'ai subi ce qu'a subi ma mère, hein, parce que c'était plutôt culturel que religieux, c'est-à-dire le mariage imposé se faisait de génération en génération et c'était quelque chose de normal à l'époque. Moi, je l'ai vécu parce que ma mère pensait que pour mon bien, il fallait marier sa fille et elle l'a fait dans un but de protection parce qu'elle considérait que la société française était dangereuse, que c'était une société de débauche, que sa fille était en danger dans les rues. Et donc c'est vrai que j'ai décidé de porter le voile à un moment en pensant que ce voile me permettrait aussi de m'identifier, me permettait aussi de sentir que j'appartenais à une famille, à une communauté, la communauté musulmane. Et à l'époque j'idéalisais beaucoup. Là, je pensais vraiment que dans l'islam je trouverais les réponses à mes questions. Donc c'était quelque chose qui m'avait vraiment aidée parce que j'avais vécu une enfance difficile à cause du divorce de mes parents, le fait que je me sentais rejetée parce que j'étais la seule enfant issu du mariage de mes deux parents. C'est ça, qui avaient leurs enfants respectifs. Ils avaient chacun des enfants respectifs avec des conjoints de la même origine. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu le vilain petit canard. Et donc, c'est vrai que quand j'ai commencé à pratiquer l'islam, je me suis dit, en fait, c'est vrai que cette société est dangereuse. C'est vrai que, j'ai été un peu programmée à ça, en fait. Et donc, finalement, je suis passée de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, je suis passée dans l'islamisme, puisque moi, j'ai eu la malchance d'être mariée à un salafiste. Donc pendant 10 ans, salafiste pur et dur. Pur et dur, et pendant 10 ans, pourtant il est né en France, je veux dire il est d'origine tunisienne, mais il est originaire de Lyon, et c'est vrai que du jour au lendemain, comme à la mosquée, il a fréquenté des hommes où il y avait vraiment des prêches très c'était vraiment l'époque où le salafisme se développait en France dans les années 90 et c'était partout dans les mosquées en France. Donc ça a été rapide, c'est-à-dire que sa conversion au salafisme a été très rapide. Lui, il était maton de prison. Et du jour au lendemain, il s'est fait pousser la barbe. Il était surveillant de prison. Il était surveillant de prison et du jour au lendemain, il est devenu salafiste. Donc il a coupé, c'est-à-dire qu'à partir de là, il a vraiment été, je pense, je sais même pas. Pour moi, c'est une secte. Donc il est rentré là-dedans et puis malheureusement pour moi, il m'a fait subir un lavage de cerveau. Et donc pendant 10 ans, j'ai été coupée du monde. C'est-à-dire j'étais coupée de la société. Je n'avais plus aucun contact avec le reste de la société, à part la communauté salafiste. Donc je lisais uniquement des livres sur le salafisme, je n'écoutais plus la radio ni la télé. Enfin, c'était. Et qu'est-ce qui a fait à un moment donné, encore une fois, on est désolé de faire des raccourcis, mais c'est juste qu'est-ce qui a fait à la suite d'un certain nombre de choses que vous avez coupé? Ça n'a pas été, ça a été progressif, etc., bien sûr. Mais qu'est-ce qui a fait vous dites non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Ce qui s'est passé, c'est que déjà ça a été progressif. D'abord, j'ai divorcé. Donc, je vais pas raconter mon histoire, ce serait trop long. Mais ça a commencé par un divorce. L'objectif, c'était de sauver mes enfants. Moi, ce qui m'a poussé à divorcer, c'est que mon ex, parce que dans le salafisme, il faut savoir que le djihad est très important et on pousse les gens à entretenir un sentiment de haine à l'encontre des mécréants, que ce soit les juifs, les chrétiens, les athées, les femmes qui ne portent pas le voile. On a vraiment c'est vraiment une... On nous pousse en fait à haïr la différence, ceux qui sont différents. Et donc après, effectivement, je me suis rendu compte que dans le salafisme, un bon salafiste, c'est quelqu'un qui prône le djihad, qui prône le terrorisme. Et donc moi, à un moment donné, j'ai posé une question. Enfants, Voilà, je lui ai demandé si le djihad était obligatoire, c'est-à-dire la guerre sainte, et il m'a dit oui. Donc je lui ai demandé ce qui allait devenir nos enfants. Il m'a dit effectivement, si un jour il faut le faire, ils iront. Et pour notre fille, il avait prévu qu'elle porte le voile à l'âge de 7 ans et de la marier à l'âge de 14 ans. Et donc, pour sauver mes enfants, là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est impossible, je ne peux pas laisser mes enfants... je peux pas faire subir à mes enfants ce que moi j'ai subi. Et donc, je me suis enfuie. Donc, je raconte tout ça dans mon premier livre. Jusqu'au jour... 2 livres. J'ai écrit 2 livres. Et jusqu'au jour, en fait, malgré le divorce, j'avais quand même des idées salafistes. Parce que c'est vraiment une emprise, c'est comme une secte, en fait. On sort pas d'une secte du jour au lendemain. J'étais persuadée que j'irais en enfer, si je retirais le voile, enfin... Et un jour, en fait, ce qui a été le grand déclic qui m'a poussée à divorcer définitivement du voile et du salafisme, ce sont les attentats de Paris.
les images, le sang versé, les morts, les innocents, les terrasses, le Bataclan. Vous voulez dire Charlie Hebdo et le Bataclan. Voilà. Et là, surtout les terrasses, parce que je me suis dit, en fait, ils ont tiré à l'aveugle. Ce sont des monstres. Ils n'ont pas cherché à savoir qui était dans les terrasses. S'il y avait des enfants, des personnes âgées, des musulmans, des chrétiens. Ils ont tiré, ils ont massacré des innocents. Et ça, là, pour moi, c'était trop. C'est plus possible d'aller. C'est à ce moment-là que j'ai dit stop et que j'ai décidé de m'engager publiquement contre l'islamisme pour le dénoncer parce que je suis passée par là. D'accord, et c'était en 2015. C'était il y a 10 ans. Exactement. On va continuer à en parler avec Ben le Patriote, avec Guy Courtois et avec évidemment Enda Ayari. Tout de suite après cette petite pause, je vous rappelle 0826 300 300 si vous voulez intervenir ou poser des questions à nos invités. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est Brigitte. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les patriotes de la diversité, oui, un nouveau mouvement, mais qui effectivement, on le sent très très bien. D'ailleurs, nous, à travers nos auditeurs, à travers un certain nombre de gens que nous recevons et qui nous envoient des mails et qui parlent à Sud Radio, ça existe, ça se passe en disant mais arrêtez, il y a d'autres choses à faire, d'autres pistes à explorer. Alors je voudrais Ben que vous approfondissiez un peu ça en disant au fond voilà bon. C'est extraordinaire. D'un côté, on a des bons petits bourgeois français blancs, bobos et compagnie qui disent les Français de souche, ça n'existe plus, c'est une fin de race. Hein. Et puis d'un autre côté, les gens qui disent mais ça suffit, trop d'immigrés, trop de ceci, trop de cela. Et on a l'impression même pas d'un dialogue de sourds, de gens qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, et qui sont dans leur bulle. Exactement. On a l'impression de toujours devoir choisir un camp. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui en France, c'est qu'on peut pas être, on a le devoir d'être plus réfléchi que ça en fait. On a le devoir de réunir. Et moi, ce qui me frappe, c'est après la finale du PSG, où là, parce que moi je suis vraiment dans les réseaux, je suis constamment en train d'analyser, et je me suis dit il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement parce que les influenceurs français de telle ou telle origine ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol, quoi. Ah, vous avez entendu ça beaucoup, souvent? Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. J'étais un des seuls. On était peut-être 3-4 influenceurs à en parler régulièrement. Ouais. Et après, d'ailleurs, il y a d'autres Français, mais Français blancs qui en parlaient, mais qui étaient traités de racistes. Mais des Français de telle ou telle origine, de telle ou telle couleur de peau, ils n'avaient pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience, ils se sont mis à parler, quoi. Ah oui, mais je n'ai jamais vu ça. Et ces derniers temps, et je pense qu'ils vont encore prendre la parole, ils avaient peur, il y a les followers derrière qui critiquent, etc. On fait pas beaucoup de vues lorsqu'on parle de sujets sensibles. Et là, ils ont dit, mais c'est pas grave, on y va. Et bizarrement, ces vidéos ont cartonné sur tous les influenceurs qui ont parlé de ce sujet-là. Et c'est pour ça, ça encourage les gens à dire stop, on en a tous ras-le-bol. Et je souhaite que cet effet boule de neige grossisse jusqu'à un point où on pourra enfin se réunir et dire stop, tous ensemble. Et il disait quoi? Il disait un peu ce que disait, vous savez, la personne qu'on a donnée en début d'émission, qui est un tweetos sur les réseaux sociaux. Il y a une personne qui disait, c'est toujours les Noirs et les Arabes. Lui, il était français d'origine maghrébine, hein. Il disait ça fait mal au cœur, mais c'est toujours pareil. On peut plus nier en fait. Alors il y a une personne qui a dit toujours les. Attendez, c'est que je retrouve la phrase. Toujours les mêmes. Non, pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes. Pas tous les mêmes, mais toujours les mêmes. Ouais. Et quelque part, c'est ça qu'on doit dénoncer, parce que une personne blanche qui dit ça, c'est une personne raciste. Mais par contre, de dire que nous, on est français d'origine maghrébine, on est français avant tout, et que on dénonce ça, justement, c'est ça qui va faire en sorte qu'on sera ensemble et qu'on pourra dénoncer sans être agressé. Mais est-ce que vous n'avez pas toujours le cœur des vierges, enfin des vierges folles, qui vous disent ouais, mais vous êtes l'arabe de service, vous êtes le noir de service, vous voulez Bounty, hein. Est-ce que vous entendez ça ou il y a des gens qui disent allez, c'est plus ça, allez vous faire voir. Enfin, on l'entendait énormément. Ouais. Mais ça change, c'est en train de changer, parce que là, en fait, on comprend pas pourquoi les deuxième, troisième générations ils ne connaissent rien de leur pays d'origine se disent encore qui sont de ces pays-là. Un Français d'origine algérienne de troisième génération ne connaît rien d'Algérie, ne sait pas parler l'arabe et se dit algérien. Et quand on dénonce ça, au début on était insultés. Oui.
par des gens d'extrême gauche. Et maintenant, non, c'est en train de changer. Et c'est pour ça que je veux absolument, là c'est vraiment mon but aussi, et avec les Patriotes de la diversité d'ailleurs, c'est absolument de se réunir et que justement on fasse taire ces gens-là qui nous insultent à longueur de journée lorsqu'on dit qu'on aime la France. C'est surtout ça le but aussi. Guy Courtois, alors vous, le français de souche, non, plaisante, vous dites, vous en fait, quand vous voyez l'initiative de Ndayari, de Ben, et auquel vous vous êtes associé, au fond, c'est un devoir de tout le monde, quoi. Français, pas français, blanc, noir, maghrébin. Vous avez dit vous-même, votre mère vous a élevé dans l'antiracisme et vous l'y êtes. Mais au fond, comment on peut, enfin pour vous, surmonter de façon très concrète, très efficace, cette espèce de mur, je dirais, de haine à un certain côté, mais aussi d'incompréhension et je dirais de surdité, quoi, quelque part. Bah, justement, je pense que la haine vient du fait de ne pas parler des choses réelles qui se passent dans la société. Et je pense que le principal mot, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes et certains partis politiques, en fait, vous traitent immédiatement de racistes si vous parlez de ces problèmes-là. Or, le nombre de personnes que je connais qui sont profondément antiracistes et parce qu'ils osent parler de cela se font traiter de racistes, parfois de nazis ou autres, c'est juste délirant. Et ça, c'est plus acceptable. Donc moi, je pense que la seule façon, et c'est pour ça que je me suis engagé dans ce mouvement, je pense que la seule façon justement de résoudre les problèmes, c'est d'identifier le mal. Et moi, j'ai été consultant en stratégie pendant 25 ans dans ma vie. Quand on fait du conseil en stratégie, la première chose qu'on fait, c'est un diagnostic du problème avant de proposer des solutions. Bon, on sait aujourd'hui, il est diagnostiqué le problème aujourd'hui. Et justement, il faut en parler. Et moi, je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée, qui est très révélatrice. Mon mari est chinois et on habitait à Lyon. Et il s'est fait agresser 3 fois à Lyon, en particulier par des musulmans. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, il existe un racisme extrêmement fort anti-asiatique qui vient de la communauté maghrébine. Et une fois, mon mari est venu me voir, il m'a montré c'était sur Instagram, il y avait marqué tous les maghrébins de France descendaient dans la rue pour tuer les Asiatiques, 1 million de likes. Donc là, j'ai pris conscience, j'ai dit, ah mais alors là, il y a vraiment un très 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 gros problème. Et le problème était tel, et pourtant j'aime beaucoup Lyon, c'est une très belle ville et on y fait de très belles choses, mais le problème était tel que mon mari m'a dit, je ne veux plus vivre dans cette ville. Et donc nous avons déménagé. Et donc on voit bien le côté dramatique. Donc il y a un moment donné, la profondeur du problème, c'est-à-dire que ça nous a obligés à déménager. On peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc parlons des problèmes afin de les résoudre. Et c'est pour ça qu'on s'est unis tous les 3 pour parler des problèmes. Et pour essayer, en tout cas, pas seulement vous, de les résoudre. Bien sûr. Je crois que nous avons un on accueille Olivier qui appelle de Lyon. Oui, de Lyon justement. Olivier, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Lyon, effectivement, c'est une belle ville. Oui. Moi d'abord, je veux dire merci à madame, merci à monsieur de faire ce mouvement. Il faut résister, il ne faut pas lâcher l'affaire. Moi, je suis d'origine marocaine, je m'appelle Olivier, j'ai francisé mon prénom par amour de la France. Moi, je suis patriote dans l'âme, vraiment dans l'âme. Et j'ai l'impression que ce problème d'intégration, puisque tout à l'heure Ben dit il ne comprend pas pourquoi la 2e, la 3e, la 4e génération, elle n'arrive pas à s'intégrer en France. Moi, je crois que c'est un problème religieux. Quand vous insultez les mécréants 5 fois par jour, les juifs et les chrétiens, on ne peut pas aimer ce beau pays. On ne peut pas. C'est pas possible. Et moi, j'en veux beaucoup à nos politicards qu'ils ont été très sévères par rapport à la religion chrétienne pour la laïcité, mais par contre, ils sont très, très arrangeants par rapport à la religion musulmane. J'ai rien contre, parce que bon, moi je suis quelqu'un de athée, mais tant que cette intégration
je veux dire, de ces gens-là qui tiennent à la religion, ils mettent la religion avant le patriotisme. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on soit vigilant là-dessus. D'accord. Et parfois, quand les frères musulmans, ils sont interdits dans d'autres pays musulmans, ils sont pas interdits en France parce que personne n'ose le faire. Voilà. Et moi, je dis à madame et à monsieur, merci beaucoup de créer hier, moi, j'ai adhéré d'ailleurs. J'ai adhéré. C'est très bien. Je serais partant d'être représentant sur Lyon. Eh ben, c'est parfait. Vous voyez, voilà, vous faites les patriotes de la diversité, c'est sur Internet. C'est ça. Et d'ailleurs, je crois que vous allez solliciter, vous attendez les dons, bien sûr, on va en parler aussi. Mais auparavant, je crois que nous avons Adrien, un autre... qui appelle de Brest. Adrien, bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour. Merci encore pour vos super invités. Merci à vous. On se sent moins seul en tant que patriote. Ouais, ben vous voyez. Je tenais à dire d'abord que moi j'ai servi 4 ans au sein de la Marine nationale. Oui. Et donc on nous apprend les valeurs fondamentales de l'armée française. La valeur, la patrie, la discipline. Oui. C'est ce que Ben a eu dans l'armée avec les pompiers, oui. Exactement. Exactement. Et je trouve que dans nos armées, on a des personnes franco-tunisiennes, franco-marocaines, franco-autres, qui font preuve de courage et de dévouement envers la patrie. Ouais. Et il faut continuer comment dire. Attendez, Adrien, il y a des petits problèmes en tout cas, vous avez entendu, il y a un petit problème de son ou de transmission. Je crois que nous avons après Loïc qui appelle d'Avignon, si je ne me trompe pas. Nous avons Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André. Merci beaucoup pour votre émission et votre travail. Merci. Donc, je voulais aussi féliciter vos invités pour leur mouvement parce que c'est un mouvement qui semble évident. Et pourtant, il fallait y penser, il fallait aller au bout, et c'est peut-être le début d'une solution. Donc, finalement, je regrette un peu que tous les partis politiques ne partent pas là-dessus, avec ce prisme, parce que ça va être comme ça qu'on voit les choses. Vous avez raison. Le problème des partis politiques, trop souvent, je ne généralise pas, ce sont des fonds de commerce qui cherchent leur clientèle. Exactement. Et la clientèle doit être diversifiée, au mauvais sens du terme, justement. Exactement. On devrait même faire pareil avec les patrons et les salariés, parce que ils sont souvent opposés pour rien, et artificiellement, et on est pourtant souvent dans le même camp. Bref, donc j'avais une question à poser donc à vos invités. Allez-y. Justement par rapport aux partis politiques, puisqu'ils veulent se différencier des extrêmes, et quelle est leur position quant au Rassemblement national? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un parti extrémiste ou voilà, quelle est leur position là-dessus? Alors, vous allez tous les trois qui veut en parler. Ben, vas-y. Ok, allez, on me laisse. Allez-y. Moi, je vais peut-être surprendre ou choquer des gens, mais à chaque fois que justement on dit les gens du Rassemblement national sont racistes, moi ça me choque. Personnellement, je ne suis pas du Rassemblement national, mais je trouve que stigmatiser en jetant immédiatement l'anathème vous êtes raciste, je trouve ça justement, c'est ce contre quoi nous luttons. Je trouve que c'est ridicule et ça ne permet pas justement de faire avancer le débat. Si aujourd'hui il y a plus de 40% des gens en France qui votent pour le Rassemblement national, je peux pas penser qu'il y a 40% de gens en France qui sont racistes. Et d'ailleurs, je pense pas non plus que la très très grande majorité des élus soient racistes au Rassemblement national. D'accord. Je voudrais juste avoir Enda, qu'est-ce que vous par rapport à la question de Loïc? Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, d'abord, est-ce que je complète peut-être ou j'ajoute à la question de Loïc, est-ce que vous pensez un jour devenir un parti politique, entrer en politique et vous manifester en politique? Soyons très clairs. Pour l'instant, faut savoir que nous sommes un parti apolitique. En fait, on n'est même pas un parti, on est une association. Un mouvement de citoyens. Personne n'est apolitique. Voilà. Pour l'instant, on n'adhère à aucun parti et on est proche d'aucun parti. Pour le moment. Exactement. Pour l'instant, on ne soutient aucun parti. On peut discuter avec tout le monde. On est ouvert à la discussion avec tous les partis. Il n'y a aucune exclusivité. On tient à rester neutre et indépendant. C'est justement ce qui fait notre force.
force et notre richesse, c'est qu'on est issus de tous les horizons. Il y a des gens aussi bien de la gauche que de l'extrême droite, du Rassemblement national, de chez Reconquête qui nous ont contactés, des gens, les Républicains, des personnes qui sont déjà, qui adhèrent déjà à certains partis politiques. Et nous, on est ouverts à tous parce que ce qu'on veut, c'est rassembler. On veut lutter contre ceux qui divisent. Notre objectif, c'est vraiment de rassembler toutes les bonnes volontés qui défendent les valeurs de notre cher pays, la France. Ben, moi, généralement, c'est pour ça que je vous dis que j'analyse beaucoup les réseaux sociaux, c'est que ceux qui votent Rassemblement National, ce sont aussi des gens qui votaient dans les années 80 à gauche, par exemple. Parti communiste même, faut le dire. Exactement, et qui me disent, mais nous, on n'est pas racistes, on t'aime, nous, on veut juste être fiers de notre pays, être fiers d'être français. Et aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. C'est plus ça, en fait. Et je pense que ce sont des gens en colère qui en ont marre et qui veulent retrouver justement ces valeurs-là. Et quand je vois que lorsqu'on met le drapeau français, on dit tout de suite RN, extrême droite, mais ce drapeau français appartient à tout le monde. Absolument. Non mais on voit l'aberration qui est arrivée que si on prend un drapeau français, on est automatiquement d'extrême droite. Non mais quelle aberration mentale. Mais c'est une folie. Ah oui. Mais la gauche, l'extrême, tout le monde devrait revendiquer le drapeau de sa nation. Regardez aux États-Unis, il n'y a pas une maison, il n'y a pas le drapeau américain. Enfin, pour moi, ceux qui rejettent ce drapeau, c'est ceux qui ont honte d'être français et c'est eux qui font honte à la France, tout simplement. On est d'accord, on va prendre une petite pause avant de reparler, patriotes, de la diversité. À tout de suite et on prendra Loïc et Franck, il n'y a pas de problème. Voilà. Sud Radio, tous ses états. Voilà, le rassemblement, c'est très, très, très important. Vous savez, comment s'appelait le parti d'un certain général de Gaulle? Le Rassemblement du peuple français. Ça n'a rien perdu de son éclat, ni de son charme, le Rassemblement du peuple français, même si c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Mais ce n'est pas nécessaire d'entreprendre pour espérer. C'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Alors justement, je crois que nous avons Franck. Oui, on a Franck de Paris. Oui, de Paris. Franck, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour André, bonjour à vos invités. Bonjour. On vous écoute, Franck. Voilà. Alors, je les ai écoutés avec un immense plaisir, et je me félicite d'entendre des gens issus de la diversité avec ce discours, car je pense qu'ils sont ultra minoritaires dans cette diversité. Mais je me posais une question à les écouter, parce que ils nous ont fait part de leur amour de ce pays qui est ce qu'il est, et ils l'aiment pour ce qu'il est, j'imagine. Oui. Et en suivant leur raisonnement, si jamais il y avait un renversement démographique et que la diversité devenait ultra majoritaire, est-ce que ce serait pour autant toujours la France? Et j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent. D'accord. De ça, parce que c'est la phrase de De Gaulle. Vous avez cité De Gaulle. Oui, bien sûr. Ça reste quand même un pays blanc, chrétien, etc. Oui, non, mais Franck, c'est une question en tout cas qui mérite d'être posée. Qui veut répondre? Si effectivement il y a un changement démographique massif, je dis pas demain, mais après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui est, on le voit en Angleterre, on le voit en Belgique, quelque part, et ce n'est plus. Alors, est-ce que ce n'est plus la France telle qu'on la connaît et qu'on l'aime? Qu'en pensez-vous? Alors moi, j'ai peut-être choqué en répondant ça, mais pour moi, la France, ce sont des valeurs. Pour moi, la France, c'est la philosophie des Lumières. C'est Rousseau, c'est Voltaire, c'est vraiment toutes ces valeurs-là sur lesquelles nous avons construit notre socle républicain, nos valeurs. Et c'est pour moi, c'est ça la France. Moi, j'ai créé une société parmi les différentes sociétés que j'ai créées à La Réunion. Oui, et lorsque je vais à La Réunion, les gens ne sont pas blancs et c'est la France et ils partagent totalement nos valeurs. Donc pour moi, la question j'allais dire même la question de la couleur de la peau ne devrait même pas se poser. C'est vraiment les valeurs. Je comprends. La question qu'il posait en dessous, c'était pas tout à fait ça. C'est de se dire s'il y a des gens qui n'ont pas ces valeurs-là, qui n'ont pas, comme vous l'avez, comme un certain nombre de gens, qui ont d'autres valeurs, et après tout, c'est légitime pour eux, et qu'ils deviennent majoritaires, si jamais ça se passe. C'est pour ça que je dis tout simplement que la laïcité doit être appliquée. Donc, et si on veut vivre ensemble, c'est pas en imposant une religion, que ce soit les musulmans, les chrétiens. La France est historiquement chrétienne.
On le voit dans le paysage français et elle doit rester telle qu'elle. Mais c'est vrai que pour vivre ensemble, il ne faut pas afficher sa religion. Il y a des lieux de culte, même pour les musulmans, il y a énormément de mosquées. La religion est privée. Exactement. Donc, il y a forcément du changement. La couleur de peau ne doit pas, par contre, causer de problème. Bien sûr. Le vivre ensemble, c'est accepter qu'une personne soit de telle ou telle couleur. Évidemment. Et accepter la culture française. La France, c'est un pays qui a été bâti sur la chrétienté, etc. Et il faut respecter cela. Enda Ayari, vous qui êtes française et qui êtes française née en plus à Rouen, normande. Alors avant d'aller revoir votre Normandie, qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est-à-dire si effectivement, la question que pose Franck, s'il y a des gens qui ont les valeurs, par exemple, de votre ex-mari, alors je ne dis pas que ce sera la majorité, je dis c'est une hypothèse. Qu'est-ce que vous pensez? Comment faire dans ces cas-là? Ou comment faire? D'abord, ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que déjà, il faut déjà, comme disait Guy, il faut établir un diagnostic, il faut savoir où on en est et préparer justement la suite. Moi, je pense pas. Moi, je vais pas vous mentir, je suis inquiète parce qu'aujourd'hui, je vois une société qui est de plus en plus violente. Je vois des discours qui sont de plus en plus extrémistes, des gens qui se radicalisent de tous les côtés. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a urgence à agir. On peut pas continuer à faire des diagnostics, à faire des constats tous les jours sur les réseaux sociaux ou dans les médias, parce qu'on voit bien que la société est de plus en plus violente, qu'il se passe des choses anormales dans ce pays, qu'il y a des jeunes qui sont complètement désœuvrés, qui ont perdu la notion du respect, la notion de du bien et du mal. Du bien et du mal. Il y a un vrai problème d'éducation aussi. On voit qu'il y a des parents qui sont complètement qui s'occupent pas de leurs enfants, qui pensent que c'est à l'école d'éduquer les enfants. Non, c'est pas à l'école d'éduquer les enfants. L'école, elle est là pour transmettre le savoir. Déjà, on a retiré les cours d'éducation civique. Moi, je pense que il y a urgence à rétablir l'éducation civique et à expliquer aux enfants ce que c'est la citoyenneté, ce que c'est la laïcité, etc. Il y a vraiment, les politiques ont une énorme responsabilité aujourd'hui, et c'est vrai que c'est inquiétant pour l'avenir, et c'est pour ça qu'il faut agir. Et ce qui concerne les musulmans, je pense que, justement, moi, je suis musulman. Et je pense que cette parole... Et vous faites la différence entre islam et islamisme. Mais bien sûr que oui. Voilà. Mais même les pays du Maghreb... C'est important de le dire. Même les pays du Maghreb luttent contre l'islamisme, en quelque sorte, parce que ces gens-là ne veulent que détruire. Ils veulent détruire, ils veulent s'imposer. Et aujourd'hui, justement, qui mieux qu'un musulman pour parler de l'islamisme? C'est à nous aussi de se lever. Et plus on sera de musulmans dire stop, moi je n'ai pas besoin d'afficher ma religion, ma femme elle a décidé de ne pas porter le voile, c'est pas moi qui vais lui dire non mais tu iras au paradis si tu portes le voile. Ce discours-là est dangereux pour nos gamins. Moi je fais ça aujourd'hui, c'est pour mes enfants et pour nos enfants, pour tous les enfants, pour toutes les futures générations qui se font endoctriner dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ce mouvement-là est là aussi. Donc on va essayer de bosser tous ensemble et voilà. Dernière chose, patriote de la diversité, vous attendez des dons? Dites-nous rapidement. Oui, bien sûr, puisque nous, on est un nouveau mouvement naissant. Alors, les dons, et on a besoin de soutien. Alors, on a un site internet, www.lespatriotes-de-la-diversité.fr. Il y a un formulaire et il y a la possibilité de verser des dons à partir de 1 €. Chacun est libre de donner le montant de son choix. Et c'est vrai que nous avons besoin d'avoir les moyens de faire avancer, parce qu'on a beaucoup d'actions à mettre en place. On a beaucoup d'idées. Et je pense que tous ensemble, on peut faire du très beau travail si on s'y met. Mais on a besoin d'aide. Eh bien, écoutez, dans quelques mois, on vous reçoit à nouveau et on verra où vous en êtes. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci.